Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir quelque chose qui est vraiment une erreur très courante chez les créateurs d'entreprises et même chez beaucoup d'entreprises en fait, c'est la fausse bonne idée. Pour moi c'est véritablement le pire ennemi de la start-up, du créateur d'entreprise, puisqu'en fait ça peut véritablement vous ruiner du temps, vous démoraliser, vous miner et vous coûter beaucoup d'argent. Alors ça m'est déjà arrivé, même à moi, hein, il y a quoi, il y a 2 ans, j'avais pensé avoir la bonne idée, je voulais créer un site de checklist en fait parce que je me disais ouais moi j'utilise beaucoup de checklists, ça serait vachement sympa de proposer ça aux autres avec des checklists prêtes à l'emploi, bla 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 bla. Et en fait finalement après avoir fait développer tout un site internet et à commencer à utiliser moi-même l'outil, je me suis dit mais merde finalement c'est pas adapté. En plus j'avais vu une autre solution américaine qui était bien faite. Je me suis dit non allez laisse tomber. Donc j'avais passé plusieurs mois à sortir le produit, à coacher le développeur, etc., etc. Je l'ai fait aussi une fois avec un site internet iPhone-entreprise qui existe toujours d'ailleurs, où je m'étais dit ben tiens je vais monétiser la grosse folie iPhone qui était à l'époque et j'ai présenté toutes les applications et je vais monétiser ça en vendant des applications, en vendant des accessoires. Puis je me suis rendu compte en fait que ça représentait quand même beaucoup trop de travail et un retour sur investissement qui était trop faible à l'époque puisque je faisais vraiment quelques reviews d'applications qui étaient professionnelles, comme on disait, iPhone entreprise, c'était vraiment là-dessus. Et vraiment, là encore une fois, l'erreur que j'ai faite, c'était pas forcément la fausse bonne idée, parce que l'idée était là, il y a eu un marché, mais c'était l'aspect monétisation. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de vraiment ce que j'appelle moi la fausse bonne idée, puisque quand on crée une entreprise, il ne faut pas juste avoir une idée. Le fait d'avoir créé ce site sur l'iPhone, le fait d'avoir créé ce programme, ce site internet avec des checklists, c'était une bonne idée. Mais le truc, c'est qu'il faut que ça corresponde à un marché solvable avec un besoin urgent et important. S'il n'y a pas ça, en fait, il y a des gens qui seront prêts à utiliser votre produit, mais qui ne seront pas prêts à payer. Ou alors, ils diront, bah tiens, c'est pas urgent, moi je ferai plus tard. Ou peu important pour eux, donc oui, c'est vrai que c'est intéressant, mais je ne vais pas perdre mon temps, etc., etc. Donc en fait, il faut véritablement toujours vérifier qu'il y ait ces critères-là, un besoin urgent, important, et que les gens soient prêts à payer. Je l'ai eu aussi une fois avec un de mes collègues qui a sorti en fait une formation sur les créateurs d'entreprise et malheureusement en fait il s'est adressé en fait à un marché qui était non solvable pour son offre puisqu'en fait il avait des prix qui étaient bien trop élevés pour sa cible à lui. Au lieu de coacher les gens qui essayaient de créer une petite entreprise qui n'avait pas beaucoup d'argent, il valait mieux s'adresser soit à des startups qui ont un petit peu plus d'argent une fois qu'elles ont levé des fonds ou à d'autres types de projets. Mais c'était un besoin non solvable. Les gens ne pouvaient pas s'offrir ces services, tous ces produits, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Il faut véritablement vérifier qu'on n'a pas une fausse bonne idée, puisqu'autrement en fait on va se lancer tête baissée pendant des semaines, des mois, et bam, on va se prendre le mur, et là le mur en pleine face, je peux vous assurer que c'est très très compliqué. Alors bien entendu, maintenant on dit toujours que les startups ne doivent pas hésiter à se lancer, puis elles doivent changer de business model, être créatifs, etc. etc. C'est vrai que c'est toujours possible, mais il vaut mieux quand même vérifier qu'on ait la bonne pertinence de ces produits et qu'on répond bien à des bons besoins. Alors là justement, je vais essayer de vous donner quelques conseils simples pour éviter de vous prendre le mur et d'avoir une offre, un produit qu'on ne peut pas refuser, comme dirait Don Corleone. Donc un bon exemple d'une offre en fait qui était complètement ratée. Je ne sais pas si vous vous souvenez comme moi, dans les années 2000, il y avait toutes ces entreprises qui étaient en train d'essayer de révolutionner la manière dont on utilisait les ordinateurs, avec tout simplement des applications où ils faisaient dessiner à la souris un W pour lancer Word, un X pour lancer Excel, et ça existe encore une fois. J'en ai retrouvé encore sur Android, etc. Mais il faut savoir que le concept est vachement sympa. Même à l'époque, moi, je trouvais ça waouh, c'est génial quand j'ai vu ça à la télé. Mais finalement, ça n'a jamais connu de succès, ça n'a jamais fonctionné. Sauf éventuellement si vous voyez maintenant, si vous avez un Android, ou je crois que peut-être même sur les derniers iPhones, on peut le faire. On peut saisir en fait de manière visuelle son code. Mais à part ça, ces systèmes de lancement avec une forme à dessiner sur son téléphone ou sur un écran tactile, ça n'a jamais marché. Tout simplement
simplement parce que c'est sympa, mais en fait, ça restera toujours beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de cliquer sur une icône. Donc le fait d'avoir quelque chose d'original, de sympa, ça ne veut pas dire qu'on va arriver au résultat. Et surtout, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux petits entrepreneurs ou des gens qui ont des idées, ça arrive à tout le monde. Je donnerai en fait un exemple que moi, ça me fait plaisir de le présenter à chaque fois, c'est tout ce qui est Siri et OK Google. Alors c'est des bijoux technologiques, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant, où on a juste à parler dans le micro et puis le smartphone ou la tablette trouve ce que vous dites et vous propose un résultat. Mais on voit que ces outils-là, à part quelques exceptions, sont très peu utilisés. Tout simplement parce que pour l'instant, c'est pas adapté. Alors dans le futur, moi je suis persuadé que ça va être utilisé, puisqu'en fait, finalement, le vocal est quand même beaucoup plus simple que de taper à l'ordinateur, surtout avec les montres qu'on va avoir bientôt. Tous, pour l'instant, c'est encore les smartwatches sont quand même relativement peu utilisés. Mais si vous vous souvenez un petit peu K2000 avec Kit, etc., où il appelait avec sa montre, je pense que ça va être l'avenir là-dessus. Et pour l'instant, par contre, c'est un échec. Pourquoi pourquoi Siri, pourquoi Google Now sont un échec, pourquoi ils ne sont pas utilisés? Mais il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas avoir raison trop tôt. Là, vraiment, typiquement, il ne faut pas avoir à éduquer son marché. Si son marché n'est pas encore prêt à utiliser vos produits, ça va prendre du temps parce que vous allez expliquer pourquoi c'est important, pourquoi il faut cet outil-là. Et par conséquent, vous allez vous adresser non pas à un marché de volume, mais à un marché de faible volume et un marché qui sera vraiment de valeur. Donc vous serez obligé de pratiquer des prix élevés et de convaincre. Moi, je le vois sur le marché du CRM où les gens en fait commencent à prendre conscience qu'il faut un outil pour gérer leur relation client. Et pourtant, il faut du temps, il faut des rendez-vous, il faut du physique, il faut des démos. Il y a 3 à 6 mois pour faire signer, etc., etc., etc. Donc on est dans un marché où il faut faire d'éducation, où il faut expliquer, prouver, et ça prend du temps. Et les gens ne sont pas prêts encore à acheter tout de suite, immédiatement, les yeux fermés. Donc ça, en fait, il ne faut pas avoir raison trop tôt. Et parfois, en fait, quand on est sur un marché où il n'y a pas de produit, il ne faut pas s'en étonner. S'il n'y a pas de produit parfois, c'est que tout simplement, mais il y a des gens qui ont essayé et qui sont cassés la gueule. Si vous arrivez avec un marché comme ça où tout est à faire, peut-être faut se poser la question de pourquoi les autres se sont pétés la gueule. Et est-ce que vous, avec la technologie, l'évolution des mentalités, vous allez pouvoir faire quelque chose? Est-ce que la mobilité, est-ce que le collaboratif, est-ce que tout ça permettra pour vous de changer la donne et de réduire les freins qui étaient auparavant? Par exemple, la mobilité. Depuis 10 ans, tout le monde dit ouais la mobilité ça va être la grande vague qui va balayer tout le monde. Pendant des années on a parlé de la mobilité mais finalement il n'y avait rien. Pourquoi il n'y avait rien? Tout simplement parce que les appareils smartphones etc n'étaient pas prêts pour. Il n'y avait pas les connexions 4G, il n'y avait pas tout ça. Maintenant en fait on peut le faire. Il y a le temps réel, il y a tous ces éléments là qui permettent d'utiliser les applications mobiles. Donc il faut donc savoir est-ce qu'on a le bon moment? Est-ce qu'on est bien en amont de la phase, mais pas trop en amont non plus? Ensuite, il faut penser à la praticité. C'est un petit peu ce qu'on appelle les 4C. Hein. Si vous pourrez taper ça sur le blog conseilmarketing.com, hein. Les 4C, Customer, Convenience, Cost to buy, etc., etc. Donc ces éléments-là sont vraiment importants de se dire qu'il n'y a pas que le produit en lui-même. Il y a la praticité, l'utilisation et l'accès. Par exemple, si on reprend l'exemple de OK Google et de Siri, souvent les gens qui utilisent ça cliquent sur leur bouton, ok, ensuite ils se mettent à côté, puis ils s'arrêtent, ils disent alors, OK Google, quelle est l'adresse de bidule? Puis ils attendent et puis ils disent ah non il n'a pas compris quelle est l'adresse de bidule. Donc en fait on voit bien que c'est pas pratique, il y a un problème d'interprétation, alors que c'est beaucoup plus simple d'aller taper sur son clavier de son smartphone et taper exactement le résultat. Donc pour Siri et Google ce qui manque c'est parfois aussi une praticité avec par exemple un bouton qui va permettre de lancer facilement la fonction. Et lié à ça, c'est que Siri et OK Google ont un autre souci, c'est que tout simplement, ils veulent tout faire. Ils ont voulu montrer Siri comme un produit qui faisait tout. Or, un principe en marketing dit que si vous voulez vendre à tout le monde, c'est que vous allez vendre à personne. Ça, c'est vraiment important. Parce que si vous dites, voilà, Google Now et Siri font tout, vous allez perdre en crédibilité parce que déjà, les gens vont pas y croire. Moi, si on me dit que j'ai un plombier qui peut venir à la maison et qui en même temps peut faire babysitter et qui en même temps peut faire chef cuisinier, je dis, ah, mais foutez de ma gueule, c'est pas le même gars qui peut faire bien toutes ces choses-là. Donc il faut plutôt se dire, je fais très bien
une chose et être vraiment le meilleur dans ce domaine-là et que la cible reconnaisse comme étant quelque chose de super que d'essayer de dire bah, je vais faire tout. Donc l'utilisation de Siri, fallait se dire bah, quel était vraiment le besoin, en quoi en fait les gens avaient véritablement un intérêt. Et par exemple, moi je sais que la plupart des gens qui utilisent Siri utilisent ça tout simplement pour se déplacer, pour un itinéraire. Donc ils auraient dû dire bah voilà, Siri c'est ça. Siri, c'est vous êtes en train de vous chercher où vous devez aller, vous êtes en voiture, vous êtes quelque part, cliquez sur le bouton ou appuyez sur le bouton sur le côté de votre téléphone et dites je veux aller à tel endroit. Et là, tout de suite, ça aurait été beaucoup plus pertinent que dire bah, Siri, ça peut tout faire, ça peut rappeler un anniversaire, ça peut vous trouver un restaurant, etc., etc. Ensuite, c'est quelque chose qui manque souvent, c'est ce que moi j'appelle la killer feature. La killer feature, c'est ce qu'on appelle la fonction. C'est-à-dire la fonction qui va faire que les gens vont commander chez vous. Parce qu'en fait, souvent, il y a beaucoup de produits qui existent, qui sont très complets, très riches sur le marché, mais il y a un petit problème qui fait chier tout le monde et les gens se disent oh là là j'en ai marre de ce produit là ou il y a quelque chose qui manque ou j'aimerais bien qu'il y ait ça dans ce produit là et bien tout simplement vous allez exploiter cette faille là cette incompréhension ce mécontentement qui est sur le marché et vous allez y répondre de la meilleure façon qu'il soit en étant tout à fait différenciant. Siri c'est pareil, ils se sont dit tiens la killer feature c'est Siri. C'est-à-dire que moi ma fonction qui est vraiment attendue par tout le monde c'est essayer d'avoir de la saisie vocale. Non, c'est pas ça. Le besoin du client c'était pas avoir de la saisie vocale. Le besoin du client c'était je veux retrouver mon chemin sans devoir taper au clavier en étant directement avec mon téléphone et en parlant directement. Donc il faut vraiment se dire que la killer feature c'est ce qui va justifier l'achat de votre produit. Pourquoi j'achète le produit? Et c'est sur ce point-là, cette fonctionnalité-là qu'il faut la faire la plus efficace et la meilleure possible. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas tous les éléments, c'est pas le back-office, c'est pas tout ce qui est autour, c'est these killer features. Donc c'est vraiment important de travailler sur cet élément-là. Alors, maintenant, on va passer sur quelques éléments pour éviter justement l'effet fausse bonne idée. Alors, il y a plusieurs méthodes simples qu'on peut utiliser. La première que je recommande toujours, c'est d'utiliser vous-même vos produits. Alors, en étant son premier client et son premier utilisateur, tout simplement, ça permet de tester comme un vrai utilisateur. Moi, j'ai déjà fait quand je travaillais dans le domaine des logiciels. On m'avait dit, tiens, voilà, on vient de racheter une boîte, ils ont un super produit, on va pouvoir le vendre en standalone et le mettre avec nos produits. Et j'avais regardé ce produit-là, mais je dis, mais non, je vois pas l'intérêt. Si, tu vas voir, il est vraiment génial, on va en vendre comme des petits pains. Je me souviendrai toujours cette expression, comme quand Claude m'avait dit, t'inquiète pas, on va en vendre comme des pipins. On en a vendu une dizaine en tout. Allez, 15 avec les produits OM qu'on avait donnés aux revendeurs. Vraiment, c'était un échec total parce que tout simplement, on n'avait pas compris le besoin. On avait pris un produit qui était dans une industrie, vraiment qui était très pointu, très précise, et on avait voulu le vendre comme un produit générique qui s'adressait à tout le monde alors que ce n'était même pas le cas. Et on a lancé ce produit-là. Forcément il y a une première impression. Généralement quand on lance un produit on a un fusil à deux coups, on peut lancer une fois et après on lance une deuxième fois mais après c'est foutu. Donc la première fois bam on s'est pris le mur et après il a fallu retravailler, vraiment retravailler sur l'offre. On a contacté des partenaires, on les a écoutés, j'ai appelé les premiers clients et on a vu où ça allait pas. Et moi aussi, avec mon expertise, je me dis oui, mais moi, j'ai été acheteur dans un domaine, dans une autre vie, et je sais ce qu'il faut faire. Il faut ça, 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 ça. Et on a travaillé avec des développeurs, et les développeurs me disaient ah ouais, mais je savais pas que vous fonctionnez comme ça. Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et finalement, on a réussi à sortir un produit. Donc la première chose, utilisez votre produit vous-même, voilà. Et ensuite, méfiez-vous aussi de l'effet halo. L'effet halo, c'est en fait c'est des gens souvent à qui vous avez présenté votre projet parce que vous êtes enthousiaste, vous dites ouais j'ai une super idée, je veux lancer ci, et en fait ils vous osent pas vous dire la vérité. Ils vous disent oui c'est bien, continue etc. Alors que dans leur fort intérieur ils ne vont pas l'utiliser ou ils ne trouvent pas ça terrible parce qu'ils ne veulent pas vous démoraliser. Donc faites attention à cet effet halo là. Si vous présentez par exemple votre produit ou votre projet à un tiers, par exemple à un prospect, à un revendeur, etc., etc., n'en parlez pas comme étant votre bébé, mais indiquant voilà, je veux commercialiser ça ou voici un produit qu'on m'a demandé de commercialiser. Essayez de vous extraire vous en tant que personne de la proposition pour que la personne puisse vraiment s'approprier.
parce qu'il y a toujours un filtre. Alors ça se retrouve pas forcément dans tous les pays. Par exemple, si vous travaillez avec des Hollandais ou des gens comme ça, anglo-saxons, ils vous diront un petit peu, enfin nord de l'Europe, ils vous diront ah oui bah c'est nul si c'est nul, mais en tout cas notre mentalité française et latine de manière générale fait qu'il y a un filtre et que les gens veulent pas être trop méchants avec vous. C'est comme si vous demandez en fait un avis par téléphone. Les gens qui ont un télévendeur ou quelqu'un qui pose des questions par téléphone auront toujours plutôt tendance à donner des meilleures notes que par email où ils s'en foutent, où il n'y a personne et là ils peuvent se lâcher. Voilà. Le deuxième point, c'est tout simplement d'aller expliquer à un enfant de 7 ans votre concept et de vérifier s'il a compris. Il faut vraiment que ça soit clair comme du cristal, clair comme de l'eau de roche, pour que votre concept soit compris par tout le monde. Si un enfant de 7 ans est capable de comprendre votre concept, alors tout le monde va le comprendre. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que il faut savoir que devant la pléthore de choix, devant le temps qui est beaucoup plus limité pour faire tout son travail, pour passer du temps, il faut que tout soit hyper simple pour le client. Il faut que ce soit hyper clair. Généralement, moi je dis qu'on a à peu près 5 secondes pour convaincre. 5 secondes, ça peut être sur un site internet, ça peut être sur un linéaire, parfois c'est même 3 secondes. Donc il faut tout de suite que hop, ça soit clair, efficace et précis. Le troisième point, c'est tout simplement de confronter votre idée au marché le plus rapidement possible. Souvent, il y a l'effet tunnel, hein, c'est-à-dire on commence à créer son produit, on reste pendant des semaines, des mois, on essaie de le peaufiner et hop, on sort un produit qui est le plus abouti, le plus fini possible et même le créateur d'entreprise aura tout un comment dire, pas tout intérêt, mais plutôt aura comme défaut de vouloir le sortir le plus tard possible parce que justement il a peur de la critique, parce qu'il dit non, mais c'est pas encore prêt, j'aimerais encore tester. Ça se fait partout, que ce soit un auteur de livre, que ce soit une start-up, etc. Souvent les gens n'osent pas lancer leurs produits, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Or, en fait, il faut au contraire confronter son produit au marché le plus rapidement possible et tout simplement de voir un petit peu comment ça se passe, parce que moi je dis toujours c'est pas une étude de marché, c'est pas un cabinet de consulting qui a raison, c'est pas vous, c'est le client. C'est donc lui qui va vous dire ouais, est-ce que je suis prêt à payer ou pas. C'est lui qui paye les factures, c'est pas l'entreprise qui paye les factures, c'est le client. Et donc il faut tester le plus tôt possible et si possible faire payer votre produit. Donc vous pouvez faire par exemple en ayant un prototype, hein, pour faire une impression 3D, avoir un produit quasi fini, voire même, moi ce que j'ai déjà fait, c'est faire une landing page, c'est-à-dire que vous créez un site avec Stradingly ou avec Instapage ou même avec WordPress, vous créez une page de vente, vous testez vos accroches, vous testez vos prix et vous faites une publicité sur Google AdWords ou Facebook Ads et vous voyez après ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des clics? Est-ce qu'il y a des achats? Alors vous n'êtes même pas obligé d'avoir finalisé le produit, vous pouvez très bien mettre un bouton de paiement et juste derrière dire bah non, finalement le produit n'est pas encore disponible, mais précommandez-le et vous serez livré dès qu'il sera disponible, c'est-à-dire dans 3 semaines, un mois, etc. etc. Ça peut être également fait via la quatrième solution, qui est tout simplement la mise en place de financement participatif sur Kickstarter. Et les autres sites de financement participatif francophones, Kickstarter c'est le plus connu, hein, mais en tout cas ça vous permet de tester votre produit et de le confronter au marché, à son appétence. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir si les gens sont enthousiastes directement avec votre produit. Et vous pourrez même voir les commentaires. Les gens vont dire bah non, ça m'intéresse pas. Vous pourrez l'envoyer à vos amis, à tout votre réseau. Et là, tout de suite, vous verrez tout de suite si ça marche ou pas. L'autre chose qui est beaucoup plus classique, je l'ai mis en cinquième point, c'est l'étude de marché. Parce que l'étude de marché, c'est quelque chose qu'on fait de manière vraiment naturelle. Vous allez tout simplement le faire dans la rue, hein. Moi, j'ai déjà fait avec des questionnaires. Alors, ça marche plus difficilement maintenant parce que les gens pensent toujours que vous allez leur demander de l'argent. Mais ça peut marcher quand même. J'ai déjà fait dans des grandes surfaces, dans des rues passantes. Demander voilà, je suis étudiant, j'aimerais avoir votre avis sur tel truc, tel truc, tel truc. Et ça vous permet par exemple de tester une zone de chalandise, savoir où les gens vont déjeuner le midi, qu'est-ce qu'ils mangent, etc., etc. Mais vous pouvez le faire par email. Alors l'idéal c'est quand même d'avoir par exemple un blog ou un site internet ou un groupe Facebook, une page Facebook, et vous commencez en fait à regrouper des personnes intéressées par ce secteur d'activité là ou cette thématique là, et ensuite vous récupérez leur email en échange par exemple d'un livre blanc, d'une checklist, etc., etc. Et ensuite vous posez la question par mail, est-ce que vous êtes intéressé par cette offre, et si je vous proposais le produit à tel prix, est-ce que vous l'achèteriez? Voilà. Alors bien entendu, il y a une petite astuce qui est importante à faire quand vous faites comme ça une étude sur le prix, commencez toujours par mettre le prix le plus cher. Ne commencez pas par le prix le moins cher, parce qu'autrement il y aura un biais, la personne aura vu le prix le moins cher, et donc plus ça va aller, plus elle va refuser. Donc proposez toujours le prix le plus cher en premier, et demandez est-ce que ce prix-là vous achèteriez. Et là vous pouvez voir s'il y a
30, 40, 50, 60% des personnes qui achètent. Et ensuite, vous estimez le volume de chiffre d'affaires que vous allez faire, votre marge, et vous pouvez dire, bah voilà, à 60 euros, je vais faire 10 ventes, à 30 euros, je vais faire 15 ventes. Et donc, entre 10 ventes à 60 euros et 15 ventes à 30 euros, bah, finalement, vous voulez voir votre chiffre d'affaires, votre marge, et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de vendre des produits à 60 euros que des prix à 30 euros. Donc voilà, ça c'est important aussi également de proposer juste derrière, quand vous faites une étude, une précommande. Est-ce que vous souhaiteriez être informé sur une précommande, ou voire même verser des arts, ou verser une avance, etc., etc. Et là, c'est peut être intéressant, comme ça vous pouvez voir tout de suite si votre produit s'adresse directement à un marché, ou si les gens ne sont pas encore prêts. Souvent, si les gens vous disent oui, attendez, il faut que je réfléchisse, il faut que j'en parle, mais en fait, bon, je suis pas trop intéressé, c'est qu'il y a un petit biais, il y a un petit truc, il y a quelque chose qui manque. Le sixième point, c'est tout simplement de demander son avis à un expert. Ça, moi, on me le demande assez régulièrement. C'est des gens qui me disent, bah voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai que malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps, donc je le fais soit en termes de consulting, c'est-à-dire en passant 1 heure, 2 heures avec la personne pour décortiquer son projet. Mais ça m'est arrivé comme ça d'aller prendre un café avec des amis et me dire, voilà, tiens, j'ai tel projet, est-ce que tu peux m'aider, me donner ton avis? Et là, en fait, en l'espace d'1 heure, généralement avec un expert dans un domaine d'activité, on peut facilement avoir une réponse parce que lui, il connaît les informations. Alors, le dernier point que j'ai noté, c'est ce que j'appelle moi le minimum viable product, le MVP. C'est-à-dire que plutôt que de faire un produit qui est le plus abouti possible, on va essayer de se concentrer sur la valeur ajoutée et on va commencer petit à petit. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, pour lancer un produit, généralement, on n'a qu'un fusil à 2 coups. On peut quand même aussi essayer de travailler en fait en méthode agile, c'est-à-dire pas à pas. On va commencer à sortir un premier produit assez simple qui se base sur un premier besoin, et au fur et à mesure, avec ses utilisateurs, on va co-créer le produit. Et ça, c'est vraiment valorisant pour les utilisateurs, mais également pour l'entreprise. Et avec ça, on est sûr de pouvoir avoir un produit qui est vraiment sympa. Voilà, donc on arrive à la fin de cette petite présentation sur comment réussir son lancement de produit et éviter le syndrome de la fausse bonne idée. Moi, je vous dirais qu'il n'y a rien de pire que de travailler pendant des jours, des semaines et d'être dans le tunnel, voilà, dans l'effet tunnel, et de ressortir au jour et de voir que son produit sur lequel on a travaillé pendant des semaines, des mois, ne correspond pas à un besoin. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment essentiel au départ de valider son projet, valider son idée auprès de sa cible. Alors, a contrario, il ne faut pas non plus trop se laisser influencer par ce que disent les clients. Steve Jobs, hein, des fois, le disait avec humour, hein, il ne faut pas forcément écouter les clients, mais savoir ce qu'on veut apporter. C'est d'ailleurs un des seuls moyens qu'on a de faire une disruption sur le marché. Moi, quand j'étais product manager chez un gros éditeur international, les meilleures fonctionnalités que j'ai sorties du produit, c'était pas le client qui me les a données, hein. C'est moi qu'en fait qui ai trouvé l'idée, parce que tout simplement j'ai pensé à leurs problèmes et ensuite j'ai anticipé. Et jamais ils m'auraient dit, tiens, j'avais besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et pourtant qu'ils l'ont dit, c'est toujours l'effet waouh. Je me souviendrai toujours d'un Tour de France que j'ai effectué avec plusieurs de centaines de nos partenaires qui étaient en face de moi, et que j'ai sorti une fonctionnalité qui était euh, totalement inédite à l'époque, et les revendeurs qui disaient ah, enfin, waouh, c'était vraiment le murmure. Et pourtant cette fonctionnalité là personne ne me l'avait demandé, mais tout simplement parce que j'ai repensé aux besoins clients et j'ai réinterprété quels étaient leurs besoins. De même aussi, il faut savoir qu'il y a certains produits comme par exemple le Post-it ou le Walkman qui au départ étaient des produits dont personne ne voulait, ou qui étaient selon les études de marché des produits voués à l'échec. Et pourtant en fait ils ont été des formidables succès, tout simplement parce que il y a eu des créateurs qui croyaient dans leurs produits. Steve Jobs croyait beaucoup aussi dans ses produits. Donc par exemple le Post-it, hein, c'était un petit peu une erreur au départ. Je crois que c'était C3M. La personne en fait, elle a voulu créer en fait une colle, puis elle s'est rendue compte qu'elle a créé une colle qui recollait mais qui collait pas très bien. Et donc elle s'est dit, comment je vais pouvoir utiliser cette fameuse colle qui colle mais qui se décolle et qui se recolle. Et en fait, c'est au bout d'un certain temps qu'il a eu l'idée du post-it, de pouvoir avoir comme ça, ce bout d'autocollant qui se collait, qui se décollait, ou sur lequel on pouvait écrire. Et lui, d'ailleurs, son modèle de diffusion était assez intelligent. Il a créé son produit, comme personne n'en voulait et personne n'y croyait. Il a commencé à le diffuser, à le donner gratuitement à des assistantes, à des secrétaires. Et au fil de l'usage, finalement, ils se sont dit, ah ouais, finalement, c'est génial ce truc-là. Voilà.
Donc c'était pour vous donner quelques idées. Le Wachman aussi, hein, pareil, ils ont fait des études de marché sur le Wachman et puis au début les études n'étaient pas très bonnes. Les gens disaient bah non, personne n'achètera un Wachman et finalement c'est un succès mondial. Pareil pour le téléphone. Au début le téléphone, les gens disaient moi j'ai pas besoin d'un téléphone mobile si j'ai mon téléphone à la maison. Pourtant en fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Les fabricants de téléphones portables ont dit mais attendez, si vous avez un accident, s'il y a un problème, vous serez toujours joignable. Donc ils ont mis encore une fois une killer features, un élément clé qui était vraiment précis. Voilà. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur mon site, hein, conseilmarketing.com. Je vous offre gratuitement mon livre Je veux réussir ma startup. Il suffit de taper ça dans Google. Je veux réussir ma startup. C'est un bouquin qui fait à peu près une centaine de pages, 90, 100 pages. C'est un livre gratuit que j'ai créé à destination des startups pour l'expliquer comment vérifier l'adaptation de leurs produits au marché, les modes de financement, etc., etc. et pour assurer la croissance de leur entreprise. Donc n'hésitez pas, vous pouvez taper dans Google je veux réussir ma startup, ou aller sur conseilmarketing.com et taper dans le moteur de recherche je veux réussir ma startup et vous pourrez ainsi accéder à ce livre gratuit que je vous offre et qui j'espère vous aidera à lancer votre startup, à lancer votre entreprise et à développer votre business. Allez, à bientôt!